Bonjour. Alors je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir invité à participer à vos travaux, et notamment Jonathan Pollock. Et je commence par donner quelques précisions sur le thème et le titre de ma communication. J'ai pris un peu au pied de la lettre la première partie du titre du colloque. Et donc, je parlerai de la perception au sens strict du terme, c'est-à-dire une modalité de l'expérience sensible, et plus particulièrement de la perception humaine, et plus particulièrement de la perception visuelle. Je vais mettre l'accent sur une structure qui me semble spécifique de la perception humaine, qui la distingue de ce qu'on peut savoir de la perception animale, même si, pour autant, elle ne sépare pas ces deux régimes de perception. Elle est donc, pour moi, anthropologique, au premier sens et le plus général du terme, non sans faire cependant également allusion aux diverses disciplines qui se réclament de l'anthropologie, y compris ce qu'on a appelé naguère anthropologie historique et qu'on nomme aujourd'hui paléoanthropologie ou paléontologie humaine, qui étudie les différentes étapes de l'hominisation. Je fais l'hypothèse que la structure en question est une constante universelle de la perception, qui n'exclut pas, mais au contraire permet la diversité des expressions et des interprétations qu'en donnent les différentes sociétés et cultures humaines qu'étudie l'anthropologie culturelle. J'emprunte à la phénoménologie la notion de structure d'horizon. Avant de rappeler la définition qu'elle en donne, je repartirai d'abord du sens habituel du mot horizon, qui désigne la limite du champ visuel et plus particulièrement celle du paysage. Cette référence au paysage peut sembler historiquement datée et culturellement marquée, le terme paysage n'étant apparu dans l'ère linguistique européenne qu'à la Renaissance. C'est la thèse culturaliste, couramment admise, mais qui me semble devoir être nuancée, et je le ferai en abordant le paysage sous l'angle de la perception à la lumière de l'horizon. Alors, je vais être amené à privilégier la dimension visuelle de l'expérience paysagère, alors qu'elle mobilise aussi, je l'ai montré avec d'autres ailleurs, non seulement d'autres sens, mais l'ensemble de la sensibilité et de l'expérience humaine, y compris ses aspects pratiques. Mais bon, il faut essayer de s'en tenir à ce qui m'avait paru être le thème de ce colloque, la perception, et la mobilité visuelle, la plus évidemment liée à la notion d'horizon. Donc je voudrais montrer que l'horizon du paysage n'est qu'un cas particulier d'une structure plus générale de la perception et de l'expérience humaine que Husserl a nommé structure d'horizon, horizon structure. Je dégagerai les principaux traits donc de la définition qu'en a donnée la phénoménologie et je les confronterai à l'approche écologique de la perception visuelle qu'a proposé James Gibson et qui présente, à mon avis, de nombreux points communs avec l'approche phénoménologique. Cette convergence me paraît plaider en faveur de l'émergence d'une écophénoménologie vers laquelle tend par exemple le travail d'un anthropologue comme Tim Ingold, qui parle aussi d'une écologie du sensible. Enfin, s'il me reste un peu de temps, j'évoquerai les multiples résonances que cette structure d'horizon a pu avoir dans des périodes et des cultures diverses, et qu'elle a aujourd'hui en particulier dans les sciences, aussi bien que dans l'art et dans la littérature. Donc, programme ambitieux, dont je ne viendrai certainement pas à bout, mais c'est précisément une caractéristique essentielle de l'horizon que de rester inaccessible. Donc on reste dans le thème.
Donc je commence par l'horizon du paysage. S'il veut bien arriver sur le PowerPoint, non, décidément. Bon, peut-être pas. Alors, il faut que je regarde là. Ah oui, en bas. D'accord. Ok, voilà. Donc je commence par l'horizon du paysage et par une petite fable des origines de l'horizon. Pour devenir des hommes, nos ancêtres ont dû sortir de la forêt et s'avancer dans la savane, où ils ont vu pour la première fois la terre s'étendre au loin jusqu'à toucher le ciel. La conquête de la station verticale leur a permis de porter leur regard en direction du ciel et jusqu'au lointain pour y tracer un horizon. C'est au croisement de ces deux traits, la verticale de la silhouette humaine et la ligne d'horizon, que naît l'orientation de l'espace, désormais distribuée entre le haut et le bas, le ciel et la terre, l'avant et l'arrière, la droite et la gauche, le proche et le lointain, le visible et l'invisible. Cette orientation donne au monde, à partir de l'expérience sensible, un sens dans l'acception première de ce terme. Et c'est aussi à l'horizon, à l'intersection du ciel et de la terre, que le mouvement des astres, en particulier le coucher et le lever des astres, leur apparition et leur disparition, a fourni très tôt aux hommes ces autres points de repère que sont les points cardinaux. Ce lien entre l'hominisation et l'émergence de l'horizon n'est pas une pure fiction. En témoignent exemplairement les monuments mégalithiques dont la disposition est organisée, comme à Karnak ou à Stonehenge, en fonction notamment du lever, du coucher des astres à l'horizon, notamment au solstice d'hiver et d'été. Plus généralement, un archéologue et anthropologue comme Christopher Tilley a pu soutenir qu'il existe une relation visuelle très forte entre les sites préhistoriques et leur environnement topographique. L'architecture des tombes du néolithique qu'il a étudiée focalise ainsi, selon lui, l'attention sur des traits saillants du paysage environnant, comme des pitons rocheux, des montagnes, des rivages. Leur situation est souvent choisie de manière à procurer des perspectives étendues sur leurs alentours et être vues de loin, à moins qu'elles ne se dissimulent dans les plis d'un relief qui, en même temps, signale leur emplacement. Selon Tilley, par exemple, la concentration des établissements humains sur les côtes du Pays de Galles, dès le Mésolithique, répondait à des besoins économiques, stratégiques, évidemment, mais fournissait aussi à leurs habitants un trésor de repères topographiques naturels dotés de valeurs symboliques. Notre perception du paysage repose sur les mêmes bases physiques et physiologiques que celles de nos ancêtres, même si elle est aussi, bien sûr, informée par des représentations qui, elles, ont beaucoup changé au cours de l'histoire et qui varient encore d'une ère culturelle, d'un groupe social et d'un individu à l'autre. Mais sa délimitation par un horizon apparaît comme une constante et comporte une série d'implications essentielles qui sont autant de virtualités de sens offertes à son expression et à son interprétation. Quelques-unes de ces implications. L'horizon ne procure qu'une vue partielle du pays observé, et du fait même de cette limitation, il en permet une vision d'ensemble qui l'organise en un paysage cohérent. Le tracé de l'horizon, qui n'est d'ailleurs pas toujours nécessairement une ligne horizontale, mais peut-être aussi bien une ligne de crête ou la skyline d'un panorama urbain, dépend à la fois de contraintes physiques, comme le relief de la contrée, la présence de bâtiments, d'écrans végétaux, et du point de vue de l'observateur. Et cette double corrélation fait du paysage un espace ambigu, à la fois objectif et subjectif.
L'horizon est d'ailleurs, comme vous savez, une ligne imaginaire. Si vous la cherchez sur la carte, vous ne la trouverez pas. Et en fait, elle se confond avec la limite du champ visuel d'un sujet. L'horizon correspond à la portée maximale de mon regard, mais il lui dérobe aussi toute une partie du pays. Et si je me déplace pour tenter d'en voir plus, il recule à mesure que j'avance vers lui, et cet écart manifeste l'altérité du monde extérieur. À la fois donc, c'est un trait d'union entre moi et le monde, et en même temps, c'est un trait, une ligne de démarcation qui fait que je n'arriverai jamais à embrasser la totalité du monde. Aussi loin que j'aille, mes yeux rencontreront toujours un nouvel horizon. Donc, l'horizon apparaît comme une frontière mobile entre le ciel et la terre, entre un ensemble fini et une ouverture illimitée, entre l'espace du sujet et le monde extérieur, le visible et l'invisible. Et donc, de fait de cette ambiguïté, cet horizon a pu être exprimé, interprété de façon diverse au cours de l'histoire et d'une culture à l'autre. Je vais donner simplement 2 exemples rapidement de variantes historiques et de variantes culturelles. Variante historique d'abord, j'ai montré que le mot horizon lui-même, qui avait longtemps gardé son sens premier de limite, issu du grec horizon, ce qui délimite, eh bien, quelques décennies après que Furetière donnait comme définition du mot horizon l'endroit où se termine notre vue. Quelques décennies après, on commence à parler d'horizon sans borne, au grand désespoir des puristes, parce que c'est contraire à l'étymologie du terme, mais non pas contraire à l'expérience du paysage, dans lequel l'horizon joue le rôle d'une limite, mais d'une limite ouvrante, et non pas d'une clôture fixe. Exemple de variante culturelle que j'ai étudié plus précisément, je crois... Oui. Non, bah oui, voilà, ça c'est ce que je viens d'expliquer. Ça aurait été, si j'avais le temps, de parler de Dante. Et ça, c'est plutôt du côté de la Chine. Le paysage chinois, le genre pictural du paysage, semble faire peu de cas de l'horizon parce que le mot qui désigne le genre du paysage en peinture, c'est montagne et eau. La plupart des paysages peints des lettrés chinois sont verticaux. Et donc on pourrait penser que l'horizon y a peu de place. En fait, même lorsque le paysage ne fait pas apparaître un horizon, il met en jeu une dialectique du proche et du lointain, du montré et du caché, de l'intérieur et de l'extérieur, qui joue en fait un rôle, me semble-t-il, aussi essentiel que dans l'art occidental du paysage. Pour résumer, si le trait de l'horizon, la ligne de l'horizon y apparaît plus rarement, ces peintures mettent en œuvre ce que j'appelle une structure d'horizon. Et donc j'en viens à ce deuxième aspect de mon propos, la structure d'horizon. C'est la phénoménologie qui a donc donné à la notion d'horizon son extension la plus large et qui a le mieux exploité son ambiguïté féconde. Elle en a fait une véritable structure qui régit aussi bien la perception de notre environnement proche que celle du paysage, dans la perception d'une chose dans l'espace. Husserl distingue 2 horizons. Son horizon interne, donc là je vais citer peut-être expérience et jugement, qui inclut les aspects de la chose qui ne sont pas directement visibles à l'observateur à un moment donné de son exploration perceptive, mais qui l'ont été ou qui pourraient l'être à mesure que cette exploration progresse et qu'il devine ou qu'il se remémore. Husserl écrit «
le côté vu n'est coté que dans la mesure où il y a des côtés non vus qui sont anticipés et comme tels déterminent le sens de l'objet. Pour reprendre un exemple que j'ai sous la main, cette planche de bois, je l'aperçois non pas comme un simple morceau de bois, mais comme le dessus d'une table, parce que sans les voir, je sais ou je devine qu'il y a ces pieds qui la supportent et qui font de cette planche un dessus de table. La perception, donc, ne tient pas compte seulement de la face que la chose présente à notre regard, à tel ou tel moment, mais aussi des autres faces qui, pour n'être pas actuellement visibles, sont néanmoins, selon le mot de Husserl, apprésentées, avec 2 P, c'est-à-dire pressenties à l'arrière-plan, à l'horizon du champ visuel, comme son horizon interne. Cet horizon interne se double d'un horizon externe, fait de tous les rapports que cette chose entretient avec les autres objets qui l'entourent. Même si l'attention ne se fixe pas sur eux, ils sont en effet toujours à présenter, en marge de son champ visuel. Husserl écrit, toute chose donnée dans l'expérience n'a pas seulement un horizon interne, mais aussi un horizon externe ouvert et infini d'objets codonnés. Cette table, elle est inscrite pour moi dans l'espace de cette salle, dans l'espace de la ville de Perpignan, dans l'espace que j'ai traversé de la France depuis Paris, puis de Toulouse. Elle est dans une succession, située dans une succession d'horizons emboîtés, qui lui donne aussi le sens d'être la table du colloque, dispositif de perception, auquel il faut bien que je communique, malgré le bruit des travaux à côté. Donc, voilà comment, d'horizon en horizon, finalement, la perception de la chose finalement toute proche renvoie à la totalité, dit Husserl, à la totalité du monde en tant que monde de la perception. Et en fait, ce monde de la perception n'est pas une totalité close ni achevée, c'est ce que Husserl appelle l'horizon ouvert de la spatio-temporalité, horizon des réalités déjà connues, mais aussi de celles inconnues qui peuvent accéder à l'expérience et à une connaissance ultérieure. Voilà pour Husserl. Petit rappel un peu schématique. Dans sa phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty réinterprète cette structure d'horizon en des termes qui évoquent plus directement l'expérience du paysage, et notamment à l'aide de la notion de perspective, qui fait encore mieux apparaître le caractère incomplet de toute perception et sa relation avec un point de vue limité par incarné. L'usage que Merleau-Ponty fait de la notion de perception, de perspective, met l'accent sur l'occultation mutuelle des objets au sein d'un champ visuel toujours partiel. Un train peut toujours en cacher un autre, et en cela se distingue radicalement de la conception qu'avaient développée les théoriciens de la perspective à la Renaissance, qui faisaient plutôt de la perspective le moyen d'une construction, d'une totalisation du visible sous le regard d'un observateur qui domine cette totalité. Aux yeux de Merleau-Ponty, au contraire, la perspective, c'est que les objets, je le cite, forment un système où l'un ne peut se montrer sans en cacher d'autres. Et cela manifeste donc la solidarité entre occultation et apparition qui régit toute perception. Je cite Merleau-Ponty, « La structure d'horizon, c'est-à-dire la perspective, est le moyen qu'ont les objets de se dissimuler, elle est aussi le moyen qu'ils ont de se dévoiler. »
Voir, c'est entrer dans un univers d'êtres qui se montrent, et ils ne se montreraient pas s'ils ne pouvaient être cachés les uns derrière les autres. L'apport le plus original de Merleau-Ponty, c'est d'avoir inclus dans cette structure de la perception un troisième horizon, celui du corps de l'observateur. Si son point de vue reste toujours partiel, c'est qu'il est ancré dans un corps qui fait lui-même partie de son champ visuel et qui est néanmoins un point de non-vision, une tâche aveugle, puisque le sujet n'en verra qu'une partie, et pourtant, c'est bien par l'inscription de son corps dans ce qu'il voit qu'il peut justement en avoir cette perception. La profondeur du visible est liée à celle que représente pour l'observateur son propre corps. S'il ne peut y avoir pour lui de visibilité totale, sans marge, sans horizon, c'est parce que loin de surplomber les choses, il est lui-même engagé dans leur épaisseur. Par son incarnation, le voyant fait partie du visible, il est lui-même impliqué dans le même horizon que les choses qu'il regarde. Alors, je vais peut-être vous laisser découvrir cette citation parce que je vois que le temps passe et que peut-être ce serait un peu long de la lire. Quand Husserl a parlé de l'horizon des choses, ça y est, je lis, de leur horizon extérieur, celui que tout le monde connaît, et de leur horizon intérieur, cette ténèbre bourrée de visibilité dont leur surface n'est que la limite, il faut prendre le mot à la rigueur. L'horizon n'est pas plus que le ciel ou la terre, une collection de choses, c'est un nouveau type d'être, un être de porosité, de prégnance ou de généralité, et celui devant qui s'ouvre l'horizon y est pris et englobé. Son corps et les lointains participent à une même corporéité ou visibilité en général qui règne entre eux et lui, et même par-delà l'horizon, en deçà de sa peau, jusqu'au fond de l'être. Extrait donc du visible et l'invisible, livre dans lequel resté inachevé, mais Merleau-Ponty tire toutes les conséquences de cette inclusion du corps propre dans ce qu'il appelle alors la chair du monde et inclusion de l'invisible dans le visible que révèle la structure d'horizon de la perception. Elle lui permet de dépasser les oppositions dualistes du corps et de l'esprit, du sensible et de l'intelligible, de l'espace et de la pensée. Je cite encore le visible et l'invisible. Si la vision et le corps sont enchevêtrés l'une à l'autre, si la surface du visible est, sur toute son étendue, doublée d'une réserve invisible, d'un horizon intérieur et d'un horizon extérieur, entre lequel le visible actuel est un cloisonnement provisoire, alors la distinction immédiate et dualiste du visible et de l'invisible, celle de l'étendue et de la pensée, sont récusées, non que l'étendue soit pensée ou la pensée étendue, mais parce qu'elles sont l'une pour l'autre, l'envers et l'endroit. C'est cette structure d'horizon qui permet à la perception d'accéder à un sens incarné que Merleau-Ponty appelle idéalité d'horizon. Une idée, dit-il, qui n'est pas le contraire du sensible, qui en est la doublure et la profondeur. Dès lors, on comprend que cette même notion ait pu permettre à la phénoménologie de rendre compte d'autres dimensions de l'expérience humaine. Pour Husserl, par exemple, la structure d'horizon régit aussi la conscience intime du temps, la relation intersubjective. J'ai tenté moi-même d'en faire une notion susceptible d'éclairer le fonctionnement du langage et plus spécialement celui du discours poétique. Voilà pour la phénoménologie sous forme de digest. Maintenant, je vais évoquer l'approche écologique au sens que Gibson
donne à ce mot dans son essai sur l'approche écologique de la perception visuelle, qui a été traduit récemment en français. Je donnerai les citations en français, mais la traduction peut-être pas toujours absolument satisfaisante. C'est d'ailleurs un ouvrage dont certaines notions sont particulièrement difficiles à traduire parce que, justement, déplace un certain nombre de nos habitudes de pensée. Donc, je soulignerai simplement la convergence entre cette approche écologique de la perception et la phénoménologie sur des points qui sont essentiels à mon propos. J'ai passé une semaine à rédiger cette communication alors que les marteaux-piqueurs, sans arrêt, de 8 heures du matin à 6 heures du soir, étaient au pied de mon bureau. Et là, il y a une sorte de continuité de l'expérience environnementale, typiquement urbaine, que j'apprécie fort parce que, au fond, je ne quitte pas mon bureau. Bien, mais c'est plus difficile quand on s'adresse à un public qui, lui, aurait bien envie de peut-être bénéficier d'un environnement plus silencieux. Donc, comme Merleau-Ponty, eh bien, Gibson insiste sur le fait que le domaine, ce qu'il appelle le monde visuel, n'est pas fait de l'addition de données sensorielles dispersées, mais un système perceptif qui inclut et qui organise ces données sensorielles dans un ensemble déjà porteur de sens. Et cette conception systématique et synthétique culmine dans la définition de ce que Gibson appelle « the ambient optic array ». Alors, ça a été traduit en français par « arrangement optique ambiant », ce qui n'est peut-être pas tout à fait satisfaisant. Personnellement, je remplacerai plutôt par dispositif pour m'inspirer du titre de, on pourrait penser à agencement optique ambiant. De cette notion centrale et complexe, je relèverai ici les aspects qui font le plus nettement écho aux thèses de la phénoménologie et qui convoquent explicitement ou qui évoquent implicitement l'horizon ou la structure d'horizon. Tout d'abord, ce dispositif est défini et organisé à partir d'un point de vue, a point of observation. Ce point de vue n'est pas extérieur au dispositif, qui l'englobe, et c'est le sens que revêt chez Gibson l'adjectif ambient, et qui sous-tend aussi l'usage qu'il fait du terme environment, c'est-à-dire cet environnement dont une approche proprement écologique doit tenir compte, ne se limite pas au champ visuel de l'observateur, il s'étend à ce qui l'entoure de tous les côtés. Et c'est cet entourage que mettent entre parenthèses le plus souvent les expériences effectuées en laboratoire qui coupent le sujet de son environnement. Au contraire, pour Gibson, l'orientation essentielle de la perception visuelle, ça n'est pas la vision focalisée sur un objet, ce qu'il appelle « looking at », mais plutôt une vision panoramique, « looking around ». Je cite, « Le but de la vision est de prendre conscience des alentours, de l'environnement ambiant et non seulement du champ situé devant les yeux. » Le milieu où se déploie ce qu'il appelle le dispositif perceptif n'est pas un champ, mais un monde visuel au sein duquel l'observateur et son environnement sont complémentaires et indissociables. En même temps que le monde extérieur, le sujet perçoit son propre corps. Je cite, « L'égo-réception et l'extéro-réception sont inséparables. » Ce qui signifie en réalité que les domaines du subjectif et de l'objectif qu'on supposait séparés ne constituent que des pôles de l'attention et que le dualisme de l'observateur et de l'environnement est superflu.
Cette implication réciproque du sujet et de son environnement est un trait commun à la définition que von Uexküll donnait de l'Umwelt et à celle de l'horizon dans la phénoménologie de la perception. Au-delà de ces convergences d'ordre général entre l'approche écologique de Gibson et la phénoménologie de la perception, je voudrais à présent attirer rapidement l'attention sur le rôle qu'il attribue à l'horizon, dont il fait une composante et une constante majeure du dispositif optique ambiant. Cette fonction essentielle tient d'abord à la situation de l'horizon, placée à l'intersection du ciel et de la surface terrestre, dont, selon Gibson, le contraste et l'articulation sont des traits, je cite, non changeants du dispositif, même lorsqu'ils ne sont pas directement visibles. Je cite, où qu'on aille, la Terre apparaît comme séparée du ciel par un horizon, bien qu'il puisse être dissimulé, il existe toujours. C'est en référence à l'horizon que se définit l'horizontalité du sol et la position de tout objet reposant sur lui. La Terre, considérée comme un substrat, ce par rapport à quoi toute chose est à l'endroit ou à l'envers, inclinée ou inversée, c'est-à-dire qu'elle s'étend d'horizon à horizon, elle est horizontale. Cette corrélation entre l'horizon et le monde visuel illustre la double nature subjective et objective du dispositif perceptif selon Gibson. Je passe un peu. Je soulignerai, comme le fait Gibson à plusieurs reprises, que l'horizon est inclus dans tout dispositif perceptif, même s'il est soustrait à la vue. Ici, on peut chercher l'horizon, je ne trouve pas, mais la structure d'horizon fait qu'il existe, dit-il, un horizon implicite, même lorsque l'horizon qui sépare la Terre et le ciel est caché. Cette inclusion de l'invisible dans le visible est pour Gibson, comme pour Merleau-Ponty, une loi fondamentale du monde visuel qui fait que, par exemple, l'horizon peut toujours être vu au sens où il peut être visualisé, c'est-à-dire intégré au dispositif optique ambiant. Et ce dispositif optique ambiant est, pour Gibson, structuré par ce qu'il nomme « occluding edge », qu'on a traduit en français par « bord occluant », dont le tracé est fonction du point d'observation, et c'est donc une sorte de limite de chaque champ visuel, mais une limite qui peut se déplacer et qui fait que la partie de notre environnement que nous percevons à tel moment est bien limitée par ce bord, moi j'appellerais plutôt peut-être bord d'occultation, mais qu'en même temps les choses peuvent changer et que le point de vue changeant, c'est ce que je vois qui est à son tour occulté et ce que je ne voyais pas qui apparaît. Mais il y a toujours ce bord occluant. Et on peut dire que cette théorie évoque assez fortement la structure d'horizon, c'est-à-dire le fait qu'il y ait, pour toute perception, même d'une chose proche, un horizon interne et un horizon externe. Et il s'agit, avec ce occluding edge, d'une frontière, comme l'horizon, perméable entre le visible et l'invisible, qui autorise le chevauchement et le glissement des parties cachées aux parties apparentes, qui s'emboîtent les unes dans les autres et peuvent échanger leur place et leur rôle. Je vais bientôt finir, parce que je n'en finirai pas, sinon, attention. Cette aptitude à extrapoler au-delà des données sensorielles fait de la perception une médiation entre l'expérience sensible et la connaissance. Pour Gibson, percevoir l'environnement et le concevoir diffèrent en degrés, mais non en genre.
la connaissance est une extension de la perception. C'était déjà l'hypothèse placée par Merleau-Ponty au début de la phénoménologie de la perception, je le cite, « Revenir aux choses mêmes, c'est revenir à ce monde avant la connaissance, dont la connaissance parle toujours, et à l'égard duquel toute détermination scientifique est dépendante, comme la géographie à l'égard du paysage, où nous avons d'abord appris ce qu'est une forêt, une prairie ou une rivière. Il ne s'agit pas de faire de nos idées, comme les empiristes, le produit de nos sensations, mais de voir à l'œuvre dans la perception elle-même ce que Merleau-Ponty appelle une pensée d'horizon. Et réciproquement, je cite le visible et l'invisible, l'idéalité pure, celle de la pensée, celle de l'art, celle de la science, n'est pas elle-même sans chair, ni délivrée des structures d'horizon. Elle en vit, quoi qu'il s'agisse d'une autre chair et d'autres horizons. Il y aurait là donc une extension de la notion au domaine, par exemple, de la connaissance, et je n'en dirai pas grand-chose, mais simplement 2 ou 3 références. Classique d'abord, la notion d'horizon a été souvent utilisée dans le cadre de théorie de la connaissance, qui en explore à la fois les limites et l'extension. C'est par exemple le cas chez Leibniz, de l'horizon de la doctrine humaine, et chez Kant aussi, mais aussi dans l'épistémologie de la science contemporaine. Alors même qu'elle s'aventure au-delà des limites de la perception humaine, la science moderne, bien qu'elle s'appuie sur des instruments d'observation et de calcul de plus en plus puissants, semble soumise, dans son exploration de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit, à une structure d'horizon. Aux yeux d'un physicien comme Gilles Cohen-Tanucci, le concept d'horizon, je le cite, paraît le plus adapté à l'unité de l'objectif et du subjectif et au principe d'incertitude qui sous-tend l'ensemble de la physique quantique. Cette notion d'horizon est plus couramment et universellement employée par l'astrophysique et la cosmologie pour désigner les limites qu'elles rencontrent dans leur exploration du cosmos. Délivrée de l'horizon terrestre, elle retrouve aux confins de l'univers observable un horizon cosmologique au-delà duquel se situent les objets dont la lumière n'a pas encore eu le temps de parvenir jusqu'à nous. Ainsi, plus s'élargit l'horizon de nos connaissances, plus grandit la conscience de ce que nous ignorons. Mais ce qui est une limite et un défi pour la science est une chance pour la création artistique et littéraire. Et comme j'ai un peu trop parlé de ces domaines-là, je ne les aborderai pas ici, à mon grand regret. Pour ne pas donc déborder mon temps de parole, je conclus brièvement. La notion d'horizon a été critiquée par des penseurs comme Blanchot, Lévinas ou Derrida, qui ont défendu l'idée d'un homme sans horizon. Je cite Maurice Blanchot. Je constate qu'elle a retrouvé aujourd'hui une certaine vitalité et une évidente actualité. Sa fortune est même devenue telle qu'on pourrait craindre qu'elle ne perde en compréhension ce qu'elle gagne en extension. Son application aux domaines les plus divers me paraît plutôt exprimer les multiples résonances d'une structure fondamentale dans la perception et dans l'expérience et dans la connaissance et dans les expressions artistiques et littéraires, confirmant, à mes yeux, donc, sa dimension anthropologique. Être homme, c'est notamment avoir et ouvrir un horizon. Je termine sur ce.